Bonsoir à tous. Je voulais remercier en tout premier Pascal Drouot, spécialiste des relations internationales tant dans le privé que dans le public, qui va nous faire une conférence sur l'Amérique du Sud. Voilà, donc il était prévu que Roselyne nous fasse, Belle Pomme, nous fasse la présentation de de la longue carrière de Monsieur Drouot, avec toutes ses fonctions. Je vais peut-être demander quand même à Sébastien de m'aider un petit peu. Moi, je vais présenter dans un premier temps, je vais représenter un peu ce qu'est l'UCHF, l'Union des consuls honoraires en France. Donc, nous sommes 550. Notre mission, à peu près, nous représentons 140 pays, 550 consuls honoraires. Notre association, c'est de fédérer les consuls honoraires, les consuls émérites, les adjoints consulaires. Voilà. Et donc, Sébastien, je voudrais, oui, juste avant de passer la parole à Sébastien, je voudrais rappeler que notre prochain séminaire de printemps à Trouville, donc je vais vérifier les dates pour pas dire de bêtises, qui aura lieu le 17 et 18 mai à Trouville, et la thématique sera autour du tourisme, le tourisme mémoriel. Euh, voilà. Donc, Sébastien, est-ce que tu peux, parce que c'est de là, présenter Pascal Drouot, pour Bonsoir à réinsérer toutes et à en tous. Oui, alors support? bon, ce n'était pas du tout Oui, je prévu sais. que j'intervienne, donc je n'ai rien préparé. Mais en tout cas, effectivement, très rapidement, effectivement, nous sommes très heureux de recevoir, bon, pour Si. cette intervention, Monsieur Pascal Drouot, qui est, enfin, sans l'ombre d'un doute, bon, un des plus grands experts de la géopolitique latino-américaine. Euh, et bon, il intervient depuis déjà longtemps, hein, je crois, dans la presse, dans les médias d'une façon générale. Et alors, avec Pascal, on s'est rencontrés, enfin, oui, on s'est rencontrés il y a déjà longtemps, donc je suis toujours ravi d'avoir des échanges avec lui. Effectivement, il a une analyse, une expertise extrêmement précieuse, extrêmement intéressante hein, sur les problèmes latino-américains. Alors bon, il a travaillé, je crois, pour Alstom. Il a travaillé plusieurs années pour Alstom dans les Amériques, enfin surtout en Amérique latine, il me semble. Et, euh, et il me semble aussi donc que depuis peut-être 2 ou 3 ans, euh, donc il travaille pour la ville de Nice. Il me semble, c'est ça, pour bon, dans le domaine des relations internationales. Et voilà, donc il a une expérience dans diverses structures, diverses institutions dans le secteur privé, donc, donc aujourd'hui donc pour la ville de Nice, et puis surtout une expérience, disons, d'analyste, d'expert hein, pour différents médias. Et donc, il a ce soir la gentillesse de nous proposer une présentation, une analyse hein, sur eh bien, voilà, l'impact de la présidence de Donald Trump eh bien, dans la géopolitique latino, latino-américaine. Voilà, donc c'est un sujet extrêmement important. Et, mais bon, voilà, donc je ne vais pas en dire plus. J'espère que je ne me suis pas trompé, en tout cas, dans cette courte présentation. Et voilà, donc je laisse la parole à, à, à Pascal Drouot, donc, que nous remercions encore pour son intervention de ce soir.
Merci Sébastien, et c'est moi évidemment qui vous remercie. Merci Madame la Présidente Marie-Laure, merci Anne-Marie Goussard et vous toutes et vous tous qui êtes aussi engagés en matière de relations internationales, acteurs, mais également qui contribuaient à essayer de comprendre ce qu'il se passe. Et c'est vrai que ce soir, je suis très heureux et honoré de pouvoir intervenir à la demande de l'Union des consuls honoraires de France sur cette présentation d'un continent que finalement, en France, nous ne connaissons pas bien et qui a paru ces dernières années un petit peu le continent oublié des relations internationales. Et son retour se fait, je dirais, violemment dès l'arrivée de Donald Trump au mois de janvier à la Maison-Blanche, à travers des sujets qui ont capté l'attention hors du continent latino-américain, mais évidemment qui sont devenus l'actualité au quotidien de ce continent. Tout d'abord, il est important d'avoir à l'esprit le fait que l'Amérique latine, Madame la Présidente, compte 33 pays si on y rajoute la région des Caraïbes et mesure près de 23 millions de kilomètres carrés. C'est un peu plus que la Russie. Donc, il est très important d'avoir en tête cette notion de diversité d'un continent qui court du Mexique à l'Argentine, du Pérou au Brésil et en incluant, comme je vous disais, les Caraïbes, tout étant imbriqué à la fois dans cette volonté de peser sur la scène internationale, et j'essaierai de vous démontrer comment, tout en affrontant des défis. Tout d'abord, l'Amérique latine, c'est un continent qui a des pôles de développement extrêmement importants, des mégalopoles comme Sao Paulo, Mexico, notamment des villes comme Bogota qui comptent plus de 10 millions d'habitants. Sao Paulo et Mexico, nous sommes à plus de 20 millions et dont certains secteurs n'ont rien à envier à Shanghai ou New York. Mais ce continent, c'est un continent de contraste. Contraste géographique, contraste de population, contraste sur le plan des intérêts économiques, commerciaux, géopolitiques et de gouvernance. Je crois que ça, c'est très important pour essayer de comprendre ce qu'il se passe sur ce continent vue de France. Et je vous rappelle d'ailleurs que la première frontière que la France a avec un pays étranger, c'est avec le Brésil. La France est une terre latino-américaine présente en Amérique du Sud, mais présente également dans les Caraïbes et à ce titre, aux côtés de nombreuses institutions, organisations régionales qui couvrent l'ensemble du continent. Alors c'est vrai qu'au lendemain de l'investiture de Donald Trump comme 47e président des États-Unis, un focus a été placé sur l'Amérique latine. Pourquoi? Parce que Donald Trump, il a mis le doigt sur ce qui fait mal, à savoir les problèmes migratoires qui ont certaines origines que je vais vous présenter, mais également des problèmes de sécurité, notamment cette explosion de trafic de drogue, de cocaïne ces dernières années, trafic qui a profité de la période de la pandémie de la Covid-19. Et troisième pilier, cette poussée ces 10 dernières années de la Chine sur l'ensemble du continent, passant d'un niveau de marché il y a 20 ans aux alentours de 10 milliards de dollars à 450 actuellement milliards de dollars entre la République populaire de Chine et l'ensemble du continent latino-américain. Et c'est vrai que ces dernières années, les États-Unis ont donné le sentiment de se délaisser, de se désintéresser de ce continent qui est lui-même fragmenté tout d'abord sur le plan politique. Une fragmentation qui a favorisé des renforcements de liens, notamment avec la Chine, mais avec d'autres acteurs internationaux,
Je pense notamment à la Russie. Je vous rappelle la déclaration quelques jours avant l'attaque russe en Ukraine de Alberto Fernandez, l'ancien président de l'Argentine, qui, depuis Moscou, affirmait début février 2022 qu'il souhaitait faire de l'Argentine, ouvrez les guillemets, la porte d'entrée de la Russie en Amérique latine. Donc il y a eu cette diversification. Le Venezuela est lié à l'Iran, les Émirats arabes unis, le Qatar, la Turquie. Le président Erdogan a effectué des déplacements officiels ces 8 dernières années en Amérique latine. Donc il y a une démultiplication de partenaires économiques, commerciaux, certains, évidemment, avec une vision géopolitique qui ne peut que se choquer les intérêts américains. Et il est vrai que MAGA, le projet d'une America First porté par Donald Trump, ne pouvait évidemment que heurter cette logique de diversification de partenariats commerciaux, de fragmentation politique. Qu'y a-t-il de commun aujourd'hui entre un Javier Milei, président de l'Argentine, Gustavo Petro, la Colombie ou Nicolás Maduro au Venezuela? Pas grand-chose, si ce n'est une vision du monde totalement distincte. Parce que ce délaissement ces dernières années de Washington pour une relation latino-américaine qui ronronnait vue de Washington, malgré un sommet en novembre 2023 à la Maison-Blanche avec les chefs d'État latino-américains pour essayer de relancer un partenariat économique, sommet qui n'a rien donné, sous l'impulsion donc de la Maison-Blanche. Eh bien, cette fragmentation politique ne pouvait que heurter naturellement Donald Trump. Et Donald Trump, comme je vous disais tout à l'heure en introduction, il s'est attaqué aux piliers qui font mal, parce qu'il pose la problématique de la gouvernance, il pose la problématique du positionnement international de ce continent qui est à la fois un continent puissance, mais et nous l'avons bien vu depuis la période de la Covid-19, un continent fragmenté et qui a tendance à se renfermer sur ses frontières nationales. Donald Trump, il a dénoncé les flux migratoires arrivant par le Mexique de l'Amérique latine. Ces flux migratoires, en fait, ils ont des origines depuis grosso modo 2017. Ce sont 6 millions de Vénézuéliens qui ont quitté le Venezuela depuis 2017. Vous savez que le Venezuela traverse une crise politique récurrente. 6 millions de Vénézuéliens depuis sont partis. La majorité sont partis à pied, remontent vers les États-Unis en traversant la Colombie. 2 millions sont restés d'ailleurs en Colombie, qui est le pays voisin. Je dis souvent que la Colombie et le Venezuela, c'est la relation entre la France et l'Allemagne. C'est une relation qui est à la fois d'évidence et qui se heurte à des crises régulières. Et ces migrants ont pu déstabiliser l'économie de la Colombie et en tout cas ont remonté par l'Amérique centrale en traversant cette région du Darién qui fait la frontière avec le Panama et remonter l'Amérique centrale pour arriver au Mexique et tenter de gagner les États-Unis. Cette vague migratoire, elle vient aussi de Haïti. Haïti connaît donc a un État failli, malheureusement. Les gangs, vous le savez, ont pris le contrôle des pôles de pouvoir ou des pôles les plus représentatifs de la République d'Haïti. Je pense à une partie de la capitale, évidemment, Port-au-Prince, et de la région. Des gangs qui se nourrissent des trafics, trafic de drogue, mais trafic également de pièces détachées de voitures, d'armes, etc., créant un pôle d'instabilité dans les Caraïbes. Donc, en mettant le doigt sur un élément qui a été au cœur de la campagne de Donald Trump, le problème migratoire,
en fait, les États-Unis renvoient la responsabilité vers les pays concernés et en même temps sur l'ensemble de l'Amérique latine. Ce concept de responsabilité des pays concernés, eh bien, pose évidemment le problème de la gouvernance. Vous le savez, le Venezuela avec Nicolás Maduro, qui vient d'assumer un nouveau mandat, beaucoup disent que ce mandat a été, ouvrez et fermez les guillemets, volé, a conduit à cristalliser un pôle d'instabilité dans cette partie de l'Amérique du Sud, aux portes du Brésil, dans une région riche en pétrole, ce qui explique d'ailleurs l'année dernière la crise avec le Guyana, pays voisin du Venezuela, qui a essayé de récupérer la partie riche en pétrole. Je vous rappelle que le Venezuela a les réserves de pétrole les plus importantes au monde. Mais l'état des infrastructures est calamiteux et donc il n'arrive pas, un, à diversifier son économie et deux, à se remettre au niveau de ce que pouvait être la production il y a une quinzaine d'années encore. Haïti, nous en avons parlé, et puis évidemment, la région des pays andins, le Pérou, l'Équateur, la Colombie, qui, depuis la période de la Covid-19 et de la pandémie, a connu une explosion du trafic essentiellement de cocaïne. Vous en avez entendu parler parce qu'en 2023, il y a eu les élections présidentielles en Équateur et qu'au mois d'août 2023, l'assassinat d'un des candidats qui était, selon les sondages, en seconde position, Fernando Villavicencio, à quelques jours du premier tour de l'élection présidentielle. Nous sommes d'ailleurs actuellement à quelques jours du second tour de l'élection en Équateur, a mis en exergue la problématique de la pénétration du narco et dans les strates de l'État, dans les provinces, et a démontré combien la production de cocaïne émane de la Colombie, premier producteur au monde, Pérou, Bolivie et la frontière amazonienne du Brésil, est devenue un véritable négoce, une force parallèle. Nous parlons désormais d'une production de plus de 2000 tonnes. C'est considérable depuis ces 5 dernières années. Ce sont 1500 milliards de dollars, c'est pour vous donner un ordre d'idée. Le PIB du Salvador, puisque nous allons parler sans doute de ce pays, c'est 6 milliards de dollars. Donc vous êtes face à une force gigantesque qui s'est organisée entre pays producteurs, des pays qui facilitent l'exportation de la matière première, comme l'Équateur, pour remonter vers le Mexique et auprès des cartels comme le cartel de Sinaloa, qui ensuite, lui, se charge de la distribution internationale vers le marché américain et évidemment vers l'Europe, et notamment à travers le golfe de Guinée africain, en remontant ensuite à travers le Sahara et pour traverser par la Méditerranée et arriver en Europe. Bref, ça, c'est la situation sécuritaire migratoire qui a été donc mise en exergue par Donald Trump et appliquée immédiatement. Je prends un exemple. Il y a à peine 3 semaines, Gustavo Petro, le président colombien, qui vient lui-même de mouvements de guérilla dans les années 80, le M-19, a connu une mini-crise entre les deux chefs d'État un dimanche, puisque le président Petro refusait le renvoi de Colombiens et refusait que les avions atterrissent en Colombie. Le président Trump a menacé d'augmenter les tarifs douaniers de plus de 50% dans l'heure qui suivait, et immédiatement, la Colombie a fait un pas en arrière et a laissé atterrir les avions. Je rappelle cependant que cette lutte contre l'immigration clandestine, pour le coup, est une ligne majeure de la politique américaine.
L'année dernière, sous l'administration Biden, ce sont 190 000 personnes qui ont été renvoyées dans différents pays latino-américains. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces problématiques mettent en valeur celle de la gouvernance dans des pays qui, à la fois, doivent désormais relever ces défis tout en assurant un développement économique qui soit durable. Et le défi est de taille parce qu'en Amérique latine, ce sont 600 millions de personnes qui y vivent, mais 54% des emplois viennent et sont dans le secteur informel. Vous savez, la personne qui est dans la rue et qui tire une carriole, le secteur informel assure 54% des emplois au niveau du continent latino-américain. Ce sont les chiffres officiels de la CEPAL, la Commission économique des pays latino-américains. Et donc, évidemment, ce sont autant de personnes fragilisées qui restent quelque part en marge d'une protection durable assurée par un État qui, justement, ne peut pas assumer ces fonctions-là. Pourquoi? Parce que la majorité des États latino-américains ont un taux de fiscalité plutôt bas. Pour certains, nous sommes autour de 12%, mais la moyenne l'établit aux alentours de 25%. Et donc, évidemment, les États ils doivent se concentrer sur des éléments qui assurent son minimum de sécurité. Le Guatemala, par exemple, a une armée de 8 000 hommes et donc ne peut que se concentrer, l'État ne peut que se concentrer sur des pôles urbains essentiels, laissant notamment la région du Petén, du coup, aux mains de ceux qui assurent, en l'occurrence, le trafic de drogue vers le Mexique, par cette région, par exemple, du Petén. Mais ce sont autant d'exemples que nous pouvons répéter avec d'autres pays de la région. Alors évidemment, se pose la problématique donc de cette fragmentation et de la vision géopolitique que pourrait avoir l'administration américaine avec le continent latino-américain. Et là, pour le coup, la nouvelle administration, elle sait pouvoir compter sur certains alliés, notamment Javier Milei, le président argentin, qui a été élu à la fin de l'année 2023, qui est libertarien, donc qui considère que l'État doit être ramené à sa tâche essentielle, considère-t-il, notamment la sécurité par les forces armées euh, et on va dire la monnaie, notamment. Javier Milei, c'est un soutien de Donald Trump, même s'il peut y avoir des contradictions. Lors de l'investiture de Javier Milei en décembre 2023, le chef d'État star de l'investiture, c'était Volodymyr Zelensky, qui était invité à l'investiture et que l'Argentine a été un des premiers pays latino-américains à soutenir très clairement. Milei a soutenu donc tout au long de la campagne présidentielle américaine Donald Trump. Il s'est rendu aux États-Unis plusieurs fois, a rencontré Elon Musk plusieurs fois tout au long des 2 derniers mois et de l'année 2024. Mais il y a également un autre chef d'État qui est un allié de l'administration américaine, c'est le président d'El Salvador, Nayib Bukele, dont on entend beaucoup parler. Pourquoi? Parce que Nayib Bukele, depuis qu'il a été élu pour la première fois, il a été réélu cette année et investi le 1er juin dernier, a mené, donc il a son premier mandat en 2019, depuis le 1er juin 2019, a mené à bien un axe essentiel de politique qui était de ramener la sécurité dans ce pays qui mesure un peu plus de 20 000 km² en Amérique centrale, 6 millions d'habitants, presque autant à l'étranger, le pays qui comptait le plus fort taux d'homicide au monde.
On avait atteint au Salvador, dans les années 2015-2016, un taux de près de 80, il y a même eu un pic à 200 homicides pour 100 000. Ça veut dire très concrètement qu'il y avait un assassinat chaque heure, pendant toute l'année. Aujourd'hui, le taux est de 2,5 pour 100 000. C'est-à-dire que cette politique a porté ses fruits et en s'attaquant aux maras, aux chefs de gang, il a rétabli une sécurité, ce qui a pu faire débat en Europe. On a dit oui, mais quel est le coût de cette sécurité? Sauf que la sécurité étant une des priorités en Amérique latine, le modèle salvadorien est plébiscité sur l'ensemble du continent. Aller en Équateur, tout le monde demande un Bukele en Équateur, par exemple. Donc il y a ces deux figures qui incarnent deux axes qui sont repris par l'administration américaine, à savoir la sécurité dans les frontières nationales, mais également sur le plan économique, la ligne de Musk, c'est-à-dire un État le plus réduit possible pour être efficace dans ce qui lui revient et pour s'engager dans ce projet qui est l'inverse, par exemple, de l'État protecteur brésilien. Parce que le Brésil, qui est la première puissance économique du continent latino-américain, compte à sa tête, vous le savez, le président Lula, qui lui, évidemment, Lula da Silva, qui en est désormais à son 3e mandat comme chef de l'État, qui a succédé à Jair Bolsonaro, et Lula, il est sur la ligne d'un État protecteur, social, sauf qu'il se heurte à son voisin Javier Milei, il va se heurter à une administration américaine qui n'est plus du tout sur cette ligne, et surtout, Lula a tenté de porter, et ça c'est la dimension géopolitique de la réalité latino-américaine, a tenté de porter un projet de présence internationale d'une Amérique latine qui a été tenté par cette approche du Sud global. Le Sud global, c'est cette vision qui tente à penser qu'il faut bâtir un système alternatif à celui qui est né de 1945 et des accords de Bretton Woods sur le plan économique et financier de 1944. Lula a été très ferme, je dirais très violent, à l'encontre du système international tel qu'il existe aujourd'hui, autant sur le plan, comme je vous disais, financier, que sur le plan de l'équilibre sécuritaire. Il a voulu être le leader en Amérique latine de ce Sud global qui s'appuie sur les BRICS, hein, le BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, et depuis le début de l'année, d'autres pays comme l'Iran, les Émirats arabes unis, l'Éthiopie, qui sont rentrés dans les BRICS. Et donc, évidemment, le débat a été posé sur le plan politique. Donc, on voit bien que cette année 2025, c'est véritablement, en fait, l'année de tous les dangers pour l'Amérique latine. De tous les dangers parce que l'Amérique latine est devenue un partenaire important de la Chine et que la priorité aujourd'hui de Donald Trump, outre le front intérieur qu'il considère être de lutter contre le wokisme, mais sur le front extérieur de procéder de cette politique qui avait été celle de la guerre froide, à savoir le containment, on contient avant de rollback, avant de repousser l'influence d'un adversaire, eh bien c'est ce qu'il entend faire en Amérique latine avec la Chine qui, en novembre dernier, à l'occasion du sommet de l'APEC, l'Association des pays Asie-Pacifique, au Pérou, a inauguré en la personne de Xi Jinping, le président, le plus gros port chinois de la façade pacifique à Shanghai, qui véritablement se veut comme le nouveau pôle commercial vers l'Asie,
avec une telle puissance, c'est un investissement de 5 milliards de dollars, que je suis convaincu que la façade atlantique va être captée par cette force d'attraction pacifique et va avoir des conséquences sur le plan commercial. Pourquoi? Parce que le premier partenaire du Brésil sur le plan commercial, c'est la Chine. Ce ne sont pas les États-Unis, c'est la Chine. Une Chine qui réalise des infrastructures, notamment en matière de transport, très importants au Mexique. En Colombie, c'est un groupement chinois qui réalise le métro de Bogota. Dans la partie énergétique, en Équateur, Pérou, bref, une Chine qui s'est bien implantée et qui est désignée comme l'adversaire de l'administration américaine. Et donc, quel peut être le danger majeur dès cette année pour le continent latino-américain? Eh bien, c'est de devenir le terrain de bataille de cette nouvelle bipolarité sino-américaine, un terrain d'expérience, si je puis dire. Malheureusement, l'Amérique latine a connu ça pendant la période de la guerre froide et du coup pendant ces 20 années 70-80 où les affrontements se faisaient d'ailleurs entre guérillas et régimes en place. Et l'Amérique latine peut donc connaître cette réalité durant l'année 2025, tout en arrivant peut-être également par la force de c'est la présence de ces matières premières, beaucoup de lithium notamment en Argentine, Bolivie, avec des mines comme la Vaca Muerta en Argentine, ou qui vont devenir là aussi des pôles d'attraction en matière de pétrole, de gaz de schiste. Donc, je vous disais, les mines, notamment les nouvelles technologies, pour autant, peuvent être aussi des éléments de captation, d'intérêt, notamment pour des entreprises européennes. Nous nous rappelons du débat ces dernières semaines sur la problématique, et nous en parlerons peut-être avec le Mercosur agricole. Mais cette Amérique latine qui pourrait devenir un continent réserve, un continent nouvel Eldorado pour des entreprises comme les entreprises européennes, et confronté à sa fragmentation politique, aux oppositions qui existent entre pays, des régimes fermés, je pense notamment au Nicaragua, qui pour le coup est devenu une dictature familiale désormais institutionnalisée avec les dernières réformes constitutionnelles de ces dernières semaines. Donc une fragmentation qui ne peut que favoriser le fait de devenir ce terrain de bataille de cette bipolarité sino-américaine. C'est véritablement le danger immédiat d'un continent qui, malgré sa diversité, ou peut-être grâce à sa diversité, pourrait être loin d'être ce continent qui a été oublié et qui peut-être va désormais être un continent utilisé dans cette bipolarité. J'ai essayé de vous donner donc un tableau le plus large possible pour que nous puissions engager, si c'est ce que vous souhaitez, Madame la Présidente, un débat et que je puisse répondre à toutes vos questions. Merci pour ce Merci. magnifique panorama. On a fait le tour de l'Amérique latine. Ouais, vaste année 2025 qui va être agitée a priori. Ouais. On a des Euh, questions. Oui. Alors, moi, cher monsieur, merci pour ce panorama économique. Écoutez, on n'a rien à ajouter parce que tout a été dit et fort bien dit. J'aimerais, si vous pouvez nous donner quelques renseignements sur les problèmes auxquels nous nous heurtons, nous, justement, les consuls, en ce moment. C'est un flot d'immigration fourni. Que peut-on faire pour pallier enfin, que ce soit l'Espagne ou maintenant la France, où nous avons des arrivées massives des gens de tout le continent, notamment les Vénézuéliens et les Boliviens qui arrivent, et les Équatoriens, qui arrivent de façon extraordinaire, hein. On n'a jamais vu ça sur 20 années passées.
En France, hein. C'est ce que je vous disais. Vous prenez justement, vous illustrez en prenant l'exemple sur des pays qui connaissent des problèmes de gouvernance extrêmement importants. Venezuela, là aussi, nous sommes désormais dans un régime autoritaire et donc forcément, les départs bien, continuent, hein. C'est le cas depuis 2017, comme je vous disais, ça va bientôt faire une décennie que la crise de gouvernance, la crise politique est cristallisée, sans relance forcément économique. L'Équateur, qui est confronté à une crise de sécurité, hein, très, très, très grave, permanente, avec des assassinats de maires, des assassinats de personnes, de juges, de policiers. Il s'agit de faire peur et de créer un climat de peur euh, pour à la fois protéger ceux qui profitent du trafic de drogue sur toute la façade pacifique de l'Équateur et peser sur les élections. Je rappelle qu'il y a le second tour dans quelques jours. Vous parliez, c'est la même chose pour la Bolivie. Euh, il me semble que dans vos fonctions, euh, je pense que vous alertez déjà les autorités des ambassades et des pays que vous représentez. Et évidemment, il faut de toute façon en informer les autorités françaises pour qu'il y ait en effet euh, euh, cette, cette conscience de problèmes de fond, de gouvernance, de sécurité, et qu'il y a une co-responsabilité, je reprends ce mot, parce que ce terme de co-responsabilité qui était très en vogue dans les années 90, quand on parlait de la co-responsabilité en matière de drogue entre les pays producteurs et les pays consommateurs, et les marchés consommateurs que sont l'Europe et les États-Unis, eh bien, cette co-responsabilité, elle se vérifie aussi. Je vous remercie d'avoir mis l'accent sur cet aspect des relations. Elle se vérifie aussi sur le plan migratoire. On a une question de Jean-Luc Dragon qui doit nous quitter dans 5 minutes. Oui, oui, bonjour et merci beaucoup. C'est vrai qu'on connaît beaucoup moins, enfin moi je connais beaucoup moins l'Amérique du Sud comme cela. Vous avez parlé des BRICS. Il me semble que dans les BRICS, il y avait la Russie aussi, le R, c'est la Russie. Bien sûr. Or, qu'en est-il actuellement avec l'ensemble de ces pays? Oui. Alors, les BRICS représentent euh, à peu près 41-42% du PIB mondial. Les BRICS portent un projet politique qui est forcément de réformer, d'autres diront renverser, l'ordre international qui est né de 1945, qui est donc considéré comme pro-occidental. Euh, Simplement, s'il il peut y avoir, si les chiffres bruts font apparaître un poids économique, commercial, pour autant, sur le plan politique, là, les intérêts ne sont pas les mêmes entre les pays et on voit bien qu'il y a un manque de cohérence. L'Inde n'a pas le même intérêt, ne veut pas rompre avec l'Occident comme pourrait vouloir porter ce type de projet des pays comme l'Iran, peut-être la Russie et à terme, par son influence économique, la Chine. Et l'Iran fait partie des BRICS plus, hein, ce sont ces BRICS qui ont été élargis depuis le mois de janvier dernier. Ceci étant, les BRICS existent. Autour d'eux se sont agrégés les pays du G20. Il y a donc là toute une dimension géopolitique diverse, mais qui pèse sur le plan économique et qui annonce de toute façon, d'ici la fin de ce siècle, ce que vont être les rapports économiques et commerciaux. En tout cas, c'est c'est ce qui a été identifié par Donald Trump, qui, lui, affirme
Alors, il y a les répliques que l'on connaît, l'augmentation des tarifs douaniers notamment, mais que ceux qui entendent mettre en question l'usage du dollar comme la monnaie majoritaire commerciale dans le monde seront victimes de représailles commerciales, économiques. Le Brésil y a pensé. Les BRICS ont une banque à Shanghai et la présidente de la banque, c'est Dilma Rousseff, l'ancienne présidente du Brésil. Donc voilà, il y a donc un projet, mais pour le moment désarticulé sur le plan politique, ce qui fait que les institutions qui régissent l'équilibre, la gouvernance et l'équilibre de sécurité dans le monde restent à ce jour, et donc des pays occidentaux restent à ce jour, sont à ce jour, avec en tout cas la nouvelle administration américaine, en posture offensive et non plus défensive, comme on a pu le voir ces dernières années. Les BRICS, Monsieur Dragon, étaient associés d'ailleurs ces dernières années au Sud global, ce fameux Sud global dont on parle tellement, Madame la Présidente, et dont à l'Ouest, et je fais exprès d'utiliser cette formule, puisque nous sommes quand même dans une logique de bipolarité qui tente à devenir hostile, à l'Ouest, on sentait un danger de ce Sud global qui agrégeait des pays en Amérique latine, fervents partisans d'une remise en question de l'ordre international, comme le Venezuela de Nicolás Maduro, bien évidemment Daniel Ortega, qui est placé sous le parapluie russe en plein cœur de l'Amérique centrale, bloquant d'ailleurs toute évolution du système d'intégration centra-américain, ces systèmes d'union régionale qui sont les grandes victimes de la pandémie de la Covid-19, le SICA en Amérique centrale, le système d'intégration centra-américain, l'Alliance du Pacifique qui rassemblait du Mexique, Colombie, au Chili, les pays de la façade pacifique, le Mercosur, hein, ce n'est pas du tout l'entente entre le Brésil et l'Argentine, qui font partie quand même des principales et premières économies latino-américaines. Bref, autant de pôles, là aussi, distendus, dispersés, fragmentés, qui font que la pénétration du Sud global en étant parallèle à la présence des BRICS en Amérique latine, aujourd'hui se heurte à l'hostilité de l'administration américaine et ses alliés sur le continent latino-américain. D'ailleurs, il était très intéressant de voir, et je vous en parlais tout à l'heure, que Javier Milei et Bukele en Amérique centrale, et puis maintenant, il va de nouveau y avoir d'autres pays associés, peuvent prendre en tenaille, justement, par une présence à la fois politique, par un soutien américain, par cette projection d'un modèle que l'on partage ou pas, mais c'est un fait en tout cas sur le plan médiatique, puissent prendre en tenaille ceux qui ont essayé d'illustrer et de porter les BRICS, et avec les BRICS, ce schéma politique, ce projet politique qui n'arrive pas à émerger pour les raisons que je vous ai indiquées, et donc essayer de prendre en tenaille ce projet-là. On voit bien que Gustavo Petro est englué dans les difficultés en Colombie. Gustavo Petro, c'est le président donc, colombien qui a été élu il y a 3 ans déjà sur un schéma de la paix totale, sur le concept de la paix totale, c'est-à-dire la paix totale, c'est dans ce pays de 50 millions d'habitants à peu près, 2 fois la France, 1 million de kilomètres carrés, c'est de faire la paix avec tous les groupes armés, que ce soit la guérilla, le ELN, aujourd'hui c'est la guerre totale avec le ELN, avec les dissidents des anciennes FARC, mais aussi avec les narcos, le clan del Golfo, qui est le nouveau cartel en Colombie. Donc, c'était ce concept de la paix totale
avec tout groupe armé et tout groupe armé, tous groupes armés illégaux. 3 ans après, c'est un échec. On s'oriente à nouveau vers une vague de violence, en tout cas une guerre à nouveau ouverte. On le voit dans la région du Catatumbo, à l'ouest de la Colombie, avec notamment le ELN et des narcos. Donc, Gustavo Petro n'est pas arrivé à prendre le leadership de ce schéma alternatif qu'a essayé de porter Lula, mais il n'y est pas arrivé parce qu'il a été contrecarré par Nicolas Maduro. Donc, les BRICS, c'est à la base une alliance économique qui a une légitimité, mais qui a très vite dévié vers un projet politique qui paraît aujourd'hui d'abord absolument pas conciliable avec le système international que nous connaissons et totalement, de toute façon, fragmenté, donc sans issue. J'ai 3 questions. J'ai Pierre Minonzio au sujet du port de Shanghai au Pérou, le premier port chinois d'Amérique du Sud. Puis j'aurai Guy Meyer, consul honoraire du Brésil à Strasbourg. Et enfin, Madame Marie-Marc Bredas de la préfecture de Martinique. Très bien. Oui, donc Pierre Minonzio, le consul honoraire de Lettonie à Lyon. Donc, nouveau port depuis l'année dernière au Pérou, à Shanghai. Okay. C'est pour cette raison que les Américains ont repris le canal de Panama. Est-ce qu'il y a une raison à ce niveau-là? Parce qu'ils vont drainer maintenant tout ce qui s'en va vers la Chine et qui passait avant par les États-Unis d'Amérique ou par le Mexique. Et est-ce que c'est pour cette raison qu'il y a eu ce mini putsch au Panama pour racheter à la Chine le canal de Panama par les États-Unis d'Amérique? Voilà. Oui. On va prendre les Alors, 2 autres questions et comme ça, d'accord. vous pourrez répondre en même D'accord. temps, Pascal. Oui, alors, bonsoir. Moi, je voulais demander si les droits de douane américains, ils ne risquent pas de précipiter encore plus le Brésil et les autres pays d'Amérique latine vers la Chine. Donc ça, c'était première question. Et deuxième question, quel est votre avis sur l'avenir du Mercosur face à l'opposition, en raison de l'opposition de Lula et de Milei, qui sont les 2 premières économies du Mercosur? Et D'accord. Madame Bredas? Oui, bonsoir à tous. Donc, est-ce que les institutions régionaux pourraient être, on va dire, un élément, un frein, un outil contre cette bipolarisation Chine-USA? Je pense par exemple à l'ALBA, peut-être un tout petit peu à la CARICOM, pourrait donc porter une main forte face à cette explosion. Et j'ai réagi en fonction de tout ce que vous disiez par rapport aux BRICS. Merci. Merci. La Alors, parole. le port de Shanghai, en partie. Alors, les États-Unis n'ont pas repris le contrôle du canal de Panama. Simplement, d'abord, le canal a été restitué aux autorités panaméennes, vous le savez, le 31 décembre 99. Mais il y a des clauses dans le traité de restitution qui avait été signé, c'était les accords Carter en 77, Torrijos. L'article 4 affirme que le Panama et les États-Unis s'engagent à protéger et à défendre le canal. Et l'article 3, et après je vais vous expliquer l'astuce, perpétue la tutelle des États-Unis en affirmant que la République du Panama et des États-Unis veilleront à maintenir le régime de neutralité établi par le présent traité. C'est-à-dire que, comme le Panama n'a plus d'armée officiellement depuis 1994, rappelez-vous en 89 de l'opération américaine Just Cause, pour renverser en décembre 89, pour renverser le général Noriega. C'était une époque, la fin du rapport Est-Ouest, une époque sulfureuse dans la région, l'offensive générale de la guérilla au Salvador, 3000 morts en un mois, c'était en novembre, tandis que le mur de Berlin s'effondrait en Europe le 9.
l'offensive générale, elle démarrait le 11. C'est Just Cause au Panama en décembre. C'est une rencontre à Malte entre Bush et Gorbatchev au même moment pour calmer les choses. Bref, au Panama, ça s'est traduit par le démantèlement des forces armées en 1994 et donc aujourd'hui, les seuls qui, en vertu du traité signé entre le Panama et les États-Unis, peuvent assurer la sécurité du canal, ce sont les États-Unis. Donc ça, c'était l'astuce. Donc, il n'y a pas de putsch, il n'y a pas de coup d'État, il y a simplement l'application à la lettre. Peut-être qu'il y a eu des coups de pouce politiques ces 30 dernières années, mais aujourd'hui, c'était aisé pour les États-Unis de réaffirmer une présence au Panama. Ceci étant, moi j'étais présent lors de l'inauguration de l'élargissement du canal en 2016. Le canal a été élargi et permet donc des bateaux, il y a 15 jours, de 17 000 containers, c'est gigantesque, de traverser les 88 kilomètres de 80 et quelques kilomètres de canal. Le premier navire, c'était un bateau chinois. De Costco. Donc, en effet, Hutchinson a vendu sa présence sur les ports côté Pacifique et côté Atlantique aux Américains, à une entreprise américaine pour 19 milliards. Et donc, c'est vrai que sur le plan commercial, les États-Unis réaffirment une présence alors même que ces dernières années, et ça a marché, la Chine, en effet, devenait extrêmement présente sur cet axe, sur cette route commerciale qui est stratégique pour les États-Unis. Hein. Et ça évite de devoir descendre jusqu'au Cap Horn et 74% des marchandises par voie maritime dans la région passent par le canal de Panama. Donc oui, le Panama, c'est évidemment l'élément révélateur qui a parlé au monde, mais en effet, les États-Unis savent que Shanghai est une porte d'entrée majeure de la Chine aux États-Unis, en Amérique latine, et donc il fallait d'ores et déjà marquer un coup d'arrêt. Ça a été fait par le Panama, qui a une visibilité évidemment internationale. Que peut-il se passer en matière de droits de douane? Est-ce que cette politique, si je comprends la question posée sur cette problématique, pourrait accélérer le fait de jeter dans les bras des Chinois l'Amérique latine? Je dirais là aussi en partie. Le danger, vu de Washington, la possibilité en tout cas existe, mais si les États-Unis maintiennent la pression comme ils le font par cette pression sur les sujets migratoires, derrière politique, en posant la problématique notamment des trafics, de la sécurité, en mettant de l'avant d'ailleurs des contradictions dans certains pays. Je prends l'exemple de la Colombie. La Colombie, premier producteur de cocaïne au monde, avec un président qui a joué de cette relation sud-globale, qui a rompu, par exemple, et à la suite des attaques et des attentats du 7 octobre, avec Israël, qui était son principal fournisseur d'armement. Et qui, pour autant, est le président d'un pays qui a le statut depuis 2017 de, ouvrez les guillemets, meilleur allié hors OTAN des États-Unis. Donc, vous voyez, il y a énormément de contradictions et qui peuvent constituer autant de leviers pour l'administration américaine pour peser sur le plan politique. Et en tout cas, moi, ce que je vois, c'est que en Amérique latine, il va y avoir une action qui va viser à, on va voir ce qui va se passer avec le Venezuela, à endiguer ce fameux containment, endiguer, contrôler et peut-être en finir avec des régimes qui portaient ce schéma alternatif à l'ordre mondial. C'est en tout cas une ligne rouge pour Donald Trump et je pense qu'il a des moyens économiques, où on le voit sur sa politique migratoire, qui renvoie
à la responsabilité des pays qui doivent eux-mêmes, donc désormais, accueillir à nouveau les personnes qui sont parties, qui doivent accueillir des délinquants. Les États-Unis renvoient des prisons américaines dans des pays, notamment, on l'a vu avec le président salvadorien qui est prêt à en accueillir dans sa très grande prison, le Secot, qui est un centre donc de détention contre le terrorisme, parce qu'il considère que les Maras sont des terroristes. Le débat est ouvert. Donc, en tout cas, oui, certains pays voudraient se réfugier vers la Chine, mais les coups de poing portés par Washington depuis un mois, plus d'un mois, 2 mois bientôt, sont violents et désormais obligent, alors peut-être sauf pour le Nicaragua qui est totalement sous le parapluie nicaraguayen, russe, et nous allons voir avec le Venezuela, Maduro, mais vous avez vu que ces derniers jours, les États-Unis ne permettent pas à des entreprises comme Chevron de continuer à travailler avec le Venezuela. Nous allons voir comment le point de fracture va être établi et s'il va se cristalliser, auquel cas ça va gêner évidemment, bloquer et gêner la présence chinoise sur le continent. Le Mercosur, le Mercosur, évidemment, les deux économies du Mercosur, c'est le Brésil et l'Argentine, mais qui compte également l'Uruguay-Paraguay. La ligne politique entre l'Argentine et le Brésil ne sont pas du tout complémentaires. On a vu d'ailleurs des points de frottement entre les deux pays lors des négociations finales avec l'Europe sur les produits agricoles. Je pense que Milei joue la montre. Il sait que Lula termine son mandat dans un an, donc je pense qu'il va jouer la montre. Euh, 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 et pour essayer, en espérant, de son point de vue, compter sur l'élection d'un président qui pourrait être plus sur sa ligne et du coup peut-être relancer cette union régionale. Mais c'est vrai que parler du Mercosur, et c'était la dernière question, c'était parler d'autres institutions régionales qui sont malgré tout à l'arrêt ou au ralenti. Alors, madame, vous avez parlé de l'ALBA. Alors, justement, l'ALBA, c'est l'organisation qui désormais ne fonctionne plus du tout. L'ALBA, c'est cette alliance bolivarienne qui avait été créée dans les années 2000 par Hugo Chavez et ça fonctionnait bien. Ça fonctionnait bien parce que c'était une décennie où les cours du pétrole étaient très élevés. Donc le Venezuela, qui est riche en pétrole, bénéficiait de devises à milliards et a financé cette institution, organisation régionale créée avec Cuba pour justement proposer un schéma, là aussi, je dis bien alternatif, hein, c'était l'intention, hein, et c'était le terme qui était utilisé. Donc tous ceux qui remettaient en question l'ALENA, à l'époque, hein, la CEOM aujourd'hui, remettait en question en tout cas ce lien, l'OEA, le lien avec Washington qui était considéré comme coercitif. Donc l'ALBA, ça ne fonctionne plus du tout parce que bien, le Venezuela, les cours du pétrole se sont effondrés au début des années 2010. Le Venezuela, hélas, a une économie qui ne s'est pas diversifiée, il n'y a pas eu de diversification, il y a eu une redistribution et un financement notamment, donc, par exemple, de l'ALBA, mais c'est justement l'illustration d'une organisation qui ne fonctionne pas, ne fonctionne plus, qui portait un projet politique avec aussi la Bolivie, mais ce projet s'est évaporé. Il s'est évaporé avec comment dirais-je, les hauts et les bas des cours du pétrole d'une part, et puis s'est évaporé avec la disparition d'Hugo Chavez, puisque la mort en 2013 de Chavez a conduit à cette instabilité chronique politique. La CARICOM est un bon contre-exemple pour le coup dans la région des Caraïbes. Euh, et on voit d'ailleurs son rôle, notamment sur
la recherche d'une solution à la crise haïtienne avec ces organisations des Caraïbes, mais peut-être que les enjeux, Madame, et vous saurez mieux répondre que moi, les enjeux politiques sont moins poussés, sont moins mis de l'avant que dans la partie continentale de l'Amérique latine. Et c'est peut-être ce qui explique aussi en partie le fait que l'Union régionale dans les Caraïbes est moins décriée que ce qu'a pu être l'ALBA en son temps, l'Alliance du Pacifique avec les pays du Pacifique a été bâtie à l'époque, il y a une dizaine d'années, où les présidents étaient plutôt de droite, centre-droit. Je pense notamment à Sébastien Piñera du Chili, qui est décédé l'année dernière. Je pense à Iván Duque de Colombie, qui s'entendait, où il y avait un dialogue qui était plus facile avant que il n'y ait des alternances politiques juste avant la période de la Covid-19 et qui ont d'ailleurs conduit là aussi à une paralysie de l'alliance régionale. On va devoir conclure, Monsieur Drouot, parce qu'il est bientôt l'heure. Déjà. Et oui. Y a-t-il une dernière question? S'il n'y a pas de questions, nous laissons le mot de la fin à notre présidente, notamment pour qu'elle nous annonce En tout cas, oui. En tout cas, merci. le prochain mercredi. Mais déjà, oui, pour vous remercier, Monsieur Drouot, pour cet Merci. éclairage et ce panorama sur toute cette Amérique du Sud. Je pense que vous allez lancer une série de conférences parce que franchement, là, on est passé d'un État à un autre, d'un pays à un autre. C'était vraiment très intéressant et notamment Merci. vos précisions concernant le canal de Panama. Parce que aujourd'hui, la vision qu'on en a parfois de la France est un peu écornée, je dirais. En tout cas, voilà, un immense merci pour votre présence et Merci à vous. pour cette conférence passionnante. Je vous remercie. Alors, on se retrouve donc le 9 avril 2025 avec Elisabeth Weidarpass et Clément Chauvet pour une conférence sur l'importance du multilatéralisme et de la collaboration internationale pour la recherche sur le cancer avec une présentation du Centre international de recherche contre le cancer. Un autre sujet. Bonne soirée à tous et merci Merci. beaucoup. Merci. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Bonsoir à tous, merci. Bonsoir. Oui, merci. Bonne soirée à tous.